Bruts humiliant la gothique. Mauvaise idée, c'est une hackeuse de génie. Océane. Dubois se faufilait dans les couloirs bondés du lycée Victor Hugo comme une ombre, ses bottines Doc Martens produisant de légers claquements sur le carrelage poli. À 17 ans, elle était de taille moyenne, mais semblait plus petite, courbée sous le poids de son sweat à capuche noire trop grand. Sa peau pâle contrastait fortement avec le col foncé qui soulignait ses yeux bleus, et ses cheveux noirs de jais lui tombaient devant le visage comme un rideau protecteur. Des chaînes argentées tintaient doucement depuis son sac bandoulière noir à clous, et ses ongles vernis en noir tapotaient nerveusement son téléphone, tandis qu'elle se frayait un chemin dans la cohue matinale. Les autres élèves s'écartaient, sur son passage comme si elle était porteuse d'une maladie contagieuse. Des chuchotements la suivaient. La bizarre, la goth, la sataniste. Océane les avait tous entendus auparavant. Elle était à Victor Hugo depuis 3 mois maintenant, depuis que sa famille avait déménagé de Bretagne, et la routine n'avait jamais changé. Garder la tête basse, aller en cours, survivre une journée de plus. Ce que personne ne savait, c'est que sous son apparence sombre se cachait l'un des esprits techniques les plus brillants de sa génération. Pendant que ses camarades de classe faisaient défiler les réseaux sociaux, Océane codait. Pendant qu'ils jouaient aux jeux vidéo, elle perçait les pare-feux. Sa chambre était une forteresse d'écrans, de serveurs et de machines construites sur mesure qui bourdonnaient de puissance numérique. À 13 ans, elle avait déjà aidé la DGSI à traquer des cybercriminels. À 15 ans, elle avait découvert des vulnérabilités dans les principaux systèmes d'entreprise et les avait signalées discrètement. Maintenant, à 17 ans, elle pouvait infiltrer pratiquement n'importe quel réseau sur Terre. Mais ici, au lycée Victor Hugo, elle n'était que la gothique bizarre qui s'habillait comme pour Halloween tous les jours. Théo Martin l'a repérée en premier, comme toujours. Le rugbyman d'1,90 m avait l'assurance arrogante qui vient du fait d'être adulé par la moitié du lycée. Ses cheveux châtains parfaitement coiffés captaient les lumières fluorescentes alors qu'il poussait du coude ses 2 compagnons constants, Lucas Garcia et Maxime Leroux. Tous les 3 portèrent leur blouson de l'équipe comme une armure, annonçant leur statut à quiconque aurait pu l'oublier. « Regardez ce qui est sorti du cimetière », lança Théo, assez fort pour que tout le couloir l'entende. Sa voix portait ce ton particulier de cruauté que les adolescents maîtrisaient à la perfection. Désinvolte, moqueur, conçu pour dépouiller la dignité avec une précision chirurgicale. La mâchoire d'Océane se crispa, mais elle continua. À marcher, ne réagit pas, ne leur donne pas ce qu'ils veulent, arrive juste en cours d'informatique. « Hé, la suceuse de sang !» cria Lucas, trop tard pour la rattraper. « Je te parle !» Elle tourna au coin vers l'aile scientifique, espérant les perdre dans la foule, mais Théo était déjà là, bloquant son chemin avec sa carrure imposante. Ses yeux noisettes brillaient d'un amusement malveillant qui lui retournait l'estomac. « Elle est tout à tombe, la folle ?» demanda-t-il, souriant de sa propre blague. « Ou tu dors la tête en bas comme une chauve-souris ?» Maxime ricanait derrière, elle l'enfermant efficacement. Peut-être qu'elle est en retard pour sa séance de spiritisme. Le couloir était plein d'élèves, mais ils trouvèrent tous soudainement leur casier fascinant. Les professeurs passaient sans ralentir. C'était Théo Martin, après tout, athlète vedette, élève modèle. Son père faisait des dons généreux au programme sportif du lycée. Les professeurs voyaient ce qu'ils voulaient voir. « Excusez-moi », dit Océane doucement, essayant de contourner Théo. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait prévu, avalée par l'acoustique du couloir bondé. « Vous avez entendu quelque chose ?» demanda Théo se penchant l'oreille de façon théâtrale. « On dirait une souris qui couine. » Lucas rit. Peut-être que c'était un fantôme, tu sais, comme sa personnalité. Les mains d'Océane se serrèrent en poing à l'intérieur des poches de son sweat à capuche, mais elle se força à rester calme. Ces idiots n'avaient aucune idée de ce dont elle était capable. Avec 15 minutes et un ordinateur portable, elle pouvait ruiner leur vie complètement. Elle pouvait exposer chaque message privé, chaque photo embarrassante, chaque secret qu'ils avaient jamais essayé de cacher. Elle pouvait faire planter leur téléphone, vider leur compte bancaire, détruire leur existence numérique entièrement. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait être. La violence, même la violence numérique, ne créait que plus de violence. Ses parents lui avaient appris à être meilleur que ça. « Tiens le coup aujourd'hui », se dit-elle. « Survie juste ». La sonnerie retentit, et Théo s'écarta avec une politesse exagérée. « File à tes cours lugubres, Morticia Adams. Essaye de ne maudire personne aujourd'hui. » Océane se dépêcha de les dépasser, les joues brûlantes d'humiliation. Derrière elle, elle pouvait entendre leur rire résonner sur les murs comme des poignards verbaux. Elle arriva en cours d'informatique, juste au moment où la sonnerie finale retentissait.
se glissant à sa place dans le coin arrière où elle pouvait se cacher derrière l'écran de son ordinateur portable. À mes essais, Dubois expliquait l'architecture, des bases de données, mais Océane écoutait à peine. Au lieu de cela, elle se retrouva à lancer des outils de surveillance réseau, observant le flux de trafic numérique à travers les systèmes de Victor Hugo. Elle pouvait tout voir, chaque email, chaque transfert de fichiers, chaque tentative de connexion. La sécurité du lycée était risiblement faible. Elle pouvait avoir un accès administratif en environ 30 secondes, si elle le voulait, mais elle ne le voulait pas. Elle voulait juste qu'on la laisse tranquille. Le schéma se répéta chaque jour pendant 2 semaines. Théo et sa bande la trouvaient dans les couloirs, à la cantine, à la bibliothèque. Ils faisaient leurs blagues, l'insultaient, jouaient leurs petites démonstrations théâtrales de domination pendant que tout le monde regardait et ne faisait rien. Chaque incident était soigneusement calibré, assez cruel pour blesser, mais ne franchissant jamais la ligne de ce qu'un professeur pourrait se sentir obligé d'aborder. À la cantine, il la bousculait accidentellement, faisant voler son plateau. Dans les couloirs, il bloquait son chemin et la forçait à demander la permission de passer. En cours de sport, il s'assurait qu'elle soit toujours choisie en dernier, toujours jumelée avec le partenaire le plus réticent. Le pire n'était pas l'humiliation, c'était l'isolement. Les autres élèves la traitaient comme si elle était radioactive, craignant que s'associer à la gothique bizarre ne fasse d'eux des cibles aussi. Elle déjeunait seule, travaillait sur des projets seule, s'asseyait seule aux assemblées pendant que tout le monde discutait avec des amis. C'est temporaire, se rappelait-elle chaque soir en se réfugiant dans sa chambre et en se perdant dans le code. Encore 2 ans et je serai à Polytechnique ou à Centrale, entouré de gens qui comprennent réellement l'intelligence. Ces crétins laveront des voitures ou travailleront dans le commerce de détail pendant que je changerai le monde. Mais savoir que c'était temporaire ne rendait pas l'humiliation quotidienne plus facile à supporter. Le point de rupture est survenu un mardi en octobre. Océane avait passé une matinée particulièrement difficile. Sa grand-mère avait été transportée d'urgence à l'hôpital la nuit précédente et elle était restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour aider ses parents à coordonner avec les médecins en Bretagne. Elle était épuisée, émotionnellement vidée et ne fonctionnait qu'avec environ 4 heures de sommeil. Elle essayait juste de passer le déjeuner sans incident lorsque Théo apparut à sa table comme un prédateur qui avait senti le sang dans l'eau. Son blouson de l'équipe était parfaitement arrangé, son sourire parfaitement cruel. « Tiens, dit-il, assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. Si ce n'est pas notre sorcière résidente, tu as l'air encore plus morte que d'habitude aujourd'hui. Nuit agitée au cimetière, Lucas et Maxime le flanquaient, souriant avec la mentalité de foule qui transformait la cruauté ordinaire en quelque chose de vicieux. Autour d'eux, d'autres élèves commencèrent à prêter attention, sentant le drame dans l'air. « S'il vous plaît, » dit Océane doucement, ne levant pas les yeux de son sandwich intact. « Pas aujourd'hui. »« Oh, elle parle !» s'exclama Théo frappant dans ses mains. « Je commençais à penser que tu t'étais jeté un sort. Tu sais, vœu de silence et tout ce truc de sorcière. Peut-être qu'elle lance des sorts, » suggéra Maxime. « Essayant de nous transformer tous en crapauds ou quelque chose comme ça. Flash info la gothique, » ajouta Lucas. « Ta magie ne fonctionne pas. Nous sommes toujours là. Et tu es toujours une bizarre. » Océane pouvait sentir le poids d'une centaine de regards peser sur elle. La cantine était devenue silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la conversation des tables suffisamment éloignées pour prétendre qu'elle ne regardait pas. Madame Garnier, la surveillante de cantine, regardait commodément. Dans l'autre direction. « J'ai dit, s'il vous plaît », répéta Océane, sa voix à peine audible. Théo se pencha jusqu'à ce que son visage soit au même niveau que le sien. « Et j'ai dit que je m'en fous. Tu sais quel est ton problème, la suceuse. De sang? Tu penses que tu es spécial. Tu penses que t'habiller comme une décoration d'Halloween te rend intéressante. Mais tu n'es pas spécial. Tu es juste une petite bizarre pathétique qui ne sait pas comment s'intégrer. » Quelque chose à l'intérieur de la poitrine d'Océane se fissura, comme de la glace, sous pression. L'épuisement, l'inquiétude pour sa grand-mère, les semaines d'humiliation accumulées, tout se cristallisa en un moment de clarté parfaite et terrible. « Tu veux savoir ce qui me rend spécial ?» demanda-t-elle, levant finalement les yeux pour croiser son regard. Théo cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une réponse. « Quoi? Rien que tu ne comprendrais, » dit-elle doucement. Mais quelque chose dans son ton dut transmettre le danger sous-jacent, car le sourire suffisant de Théo vacilla pendant un instant. Il se reprit rapidement, mais Océane l'avait vu. Le bref, éclair d'incertitude. « Peu importe la folle, » dit-il se redressant. « Profite de manger seul, encore une fois. » Alors qu'il s'éloignait, Océane entendit Maxime chuchoter. «
Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle pense qu'être flippante est une personnalité? Ses parents ne l'aiment probablement même pas, répondit Lucas. Je veux dire, regarde là, qui pourrait aimer ça? Les mots frappèrent Océane comme des coups physiques. Ses mains tremblaient alors qu'elle emballait son déjeuner intact et se dirigeait rapidement vers la sortie. Elle arriva dans la salle informatique vide avant que les larmes ne commencent à couler. Assez, pensa-t-elle, essuyant ses yeux du dos de sa main. Assez. Pour la première fois depuis son arrivée à Victor Hugo, Océane Dubois commença à planifier. Cette nuit-là, elle était assise dans sa chambre entourée de la douce lueur de plusieurs écrans. Ses doigts volaient sur le clavier avec la grâce fluide d'un pianiste de concert, écrivant un code qui aurait impressionné les étudiants diplômés du MIT. Elle ne dormit pas, elle ne mangea pas. Elle travailla avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait enfin trouvé son but. Au matin, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Les jours suivants furent une masterclass de maîtrise de soi. Théo et sa bande continuèrent leur harcèlement, mais Océane l'endura avec la patience de quelqu'un qui connaissait la fin de l'histoire. Elle les observa attentivement, cataloguant leurs habitudes, leurs horaires, leurs faiblesses. Elle nota à quel cours ils séchaient, quel professeur ils flattaient, quels mensonges ils racontaient à leurs parents. Elle apprit que Théo cachait désespérément ses mauvaises performances en chimie avancée à sa petite amie qui se préparait pour l'université. Que Lucas trompait son copain avec une fille du lycée rival, que Maxime volait de l'argent au stand de la buvette qu'il gérait pour le club de théâtre. Mais plus important encore, elle découvrit leur plus grande vulnérabilité, leur téléphone. Comme la plupart des adolescents, ils vivaient toute leur vie à travers leurs appareils. Chaque photo embarrassante, chaque conversation privée, chaque secret qu'ils avaient toujours pensé être caché en toute sécurité, tout était là, attendant juste quelqu'un avec les compétences pour le trouver. Le vendredi après-midi, alors que la sonnerie finale retentissait et que les élèves affluaient vers le parking, Océane passa à l'action. Théo tenait court près de l'entrée principale, entouré de sa foule habituelle d'admirateurs. Il était au milieu d'une histoire sur sa dernière conquête sur le terrain de rugby, gesticulant sauvagement avec son téléphone à la main. « Alors j'étais là, 4e tentative et but, disait-il. Tout le match en jeu, et l'entraîneur me regarde et dit, son téléphone vibra, puis vibra à nouveau, puis commença à vibrer continuellement, comme un insecte électronique en colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna Théo, regardant l'écran. Son visage devint pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle. Autour de lui, d'autres téléphones commencèrent à vibrer. Lucas sortit son appareil avec un froncement de sourcils confus qui se transforma rapidement en horreur. Le téléphone de Maxime s'illuminait comme un arbre de Noël. De l'autre côté du parking, les élèves sortaient à leur téléphone et regardèrent les écrans avec des expressions de choc, d'amusement et de compréhension naissante. La hiérarchie sociale soigneusement orchestrée de Victor Hugo s'effondrait en temps réel. Océane se tenait près du bâtiment scientifique, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Avec quelques lignes de code, elle avait simultanément accédé à tous les téléphones connectés au réseau Wi-Fi du lycée. Mais elle n'avait pas attaqué tout le monde sans discernement. Elle était chirurgicale, précise, élégante. Le téléphone de Théo affichait chaque mensonge qu'il avait jamais raconté, chaque message cruel qu'il avait envoyé, chaque moment de faiblesse qu'il avait essayé de cacher. Ses conversations par SMS avec sa petite amie révélèrent la vérité sur ses notes en baisse, son utilisation de stéroïdes, son mépris pour les losers qu'il adorait. Des photos qu'il avait prises de lui-même dans des positions compromettantes étaient diffusées sur tous les appareils, dans un rayon de 50 mètres. Le téléphone de Lucas révélait sa toile élaborée de tromperies romantiques, avec des captures d'écran de profils de rencontres qu'il avait créés pour rencontrer des filles alors qu'il était censé être dans une relation engagée. Des messages où il se moquait de son copain avec ses coéquipiers de rugby étaient à partager avec une précision chirurgicale. Le téléphone de Maxime documentait des mois de vol au club de théâtre, avec des photos de lui comptant de l'argent volé et des messages textes à des trafiquants de drogue dans la ville voisine. Mais la pièce de résistance était la vidéo. Océane enregistrait leur harcèlement depuis des semaines, en utilisant les propres caméras de sécurité du lycée et sa pénétration de réseau presque invisible. Maintenant compilé en une collection des meilleurs moments de cruauté, chaque moment de leur intimidation était diffusé sur chaque écran du parking. Théo poussant des enfants plus petits dans des casiers, Lucas faisant trébucher des élèves méritants dans le couloir, Maxime faisant des blagues cruelles sur l'apparence, les handicaps, les situations familiales d'autres élèves. La foule autour de Théo s'était dissoute.
Les élèves reculaient comme s'il était porteur d'une maladie contagieuse. Certains riaient, d'autres avaient l'air dégoûtés. Quelques-uns prenaient des photos de son visage rouge et transpirant. « Arrêtez ça !» cria Théo, tapotant frénétiquement l'écran de son téléphone. « Comment j'arrête ça ?» Mais il n'y avait pas moyen d'arrêter ça. Océane avait conçu le programme pour qu'il soit autonome, se propageant à travers le réseau local comme un virus bienveillant. Chaque tentative de l'arrêter ne faisait que déclencher de nouvelles révélations. Lucas pleurait maintenant, son image soigneusement construite s'effondrant, alors que ses conversations secrètes étaient affichées pour que tout le monde les voie. Maxime avait jeté son téléphone par terre et le piétinait, mais les dégâts étaient déjà faits. L'information s'était propagée à tous les appareils à portée. Madame Leclerc, la proviseure adjointe, arriva en courant du bâtiment administratif, son propre téléphone à la main. Elle regarda la foule, le chaos, les trois garçons qui étaient intouchables quelques instants auparavant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un a piraté nos téléphones » dit Théo, sa voix craquant de désespoir. « C'est illégal, c'est un crime. » Madame Leclerc regarda son propre écran, où les preuves de mois d'intimidation étaient diffusées en haute définition. Son expression devint plus froide à chaque seconde qui passait. « Monsieur Martin, » dit-elle doucement, « je pense que nous devons avoir une conversation. » De sa position près du bâtiment scientifique, Océane regarda le drame se dérouler avec un détachement clinique. Elle ne ressentait aucune joie dans leur humiliation, aucune satisfaction dans leurs larmes. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de justice. Il s'agissait de montrer à tout le monde, les brutes, les spectateurs, les administrateurs qui avaient détourné le regard, que les actions avaient des conséquences. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. C'était magnifique. « Qui que tu sois, tu es mon héros. » Puis un autre. « Oui, ces crétins ont enfin eu ce qu'ils méritaient. » Et un autre. « Putain, comment tu as fait ça? C'était incroyable. » Les élèves regardaient autour du parking maintenant, essayant de comprendre qui était responsable du règlement de compte numérique. Mais Océane avait parfaitement effacé ses traces. Son intrusion avait été invisible, intraçable, professionnelle. Elle était un fantôme dans la machine. Alors que la foule commençait à se disperser et que les trois anciennes brutes étaient conduites vers le bâtiment administratif, Océane se dirigea tranquillement vers la voiture de sa mère. Elle se glissa sur le siège passager et sortit son propre téléphone, effectuant rapidement un diagnostic pour s'assurer qu'il n'y avait aucune preuve numérique la reliant aux événements de l'après-midi. Propre, parfait, intouchable. Comment? C'est passé l'école aujourd'hui, ma chérie? Demanda sa mère sortant du parking. Mieux, dit Océane doucement. Beaucoup mieux. Au cours du week-end, l'histoire s'est répandue sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Les élèves qui n'avaient jamais parlé à Océane auparavant lui envoyaient des messages, lui demandant si elle allait bien, s'excusant de ne pas s'être opposée aux brutes. La compilation vidéo avait été partagée des milliers de fois, avec des commentaires allant de l'étonnement à l'indignation, en passant par un respect réticent pour le pirate inconnu qui avait orchestré une justice numérique aussi parfaite. Théo, Lucas et Maxime ont été immédiatement suspendus. Les preuves sur leur téléphone avaient révélé non seulement leur comportement d'intimidation, mais aussi un schéma de malhonnêteté académique, d'abus de substances et, dans le cas de Maxime, de vol pur et simple. Les recruteurs universitaires qui courtisaient Théo se sont soudainement tus. Le copain de Lucas a rompu avec lui dans un post Instagram très public. Maxime a été arrêté pour l'argent qu'il avait volé au club de théâtre. Mais plus important encore, la culture du lycée a commencé à changer. Les élèves qui avaient été victimes d'intimidation ont trouvé leur voie. Les professeurs qui avaient été commodément aveugles au harcèlement sont soudainement devenus vigilants. La règle tacite selon laquelle les athlètes populaires pouvaient faire ce qu'ils voulaient a été brisée. Le lundi matin, Océane traversa les couloirs de Victor Hugo avec un accueil complètement différent. Les élèves lui firent un signe de tête respectueux. Certains sourirent, quelques âmes courageuses dirent d'un même bonjour. Elle n'était plus invisible, plus une cible. Elle était quelqu'un avec qui il fallait compter. Mais le vrai changement est venu de l'intérieur. Alors qu'elle était assise en cours d'informatique, Océane réalisa qu'elle n'avait plus besoin de se cacher derrière ses vêtements sombres et son maquillage lourd. Elle n'avait plus besoin de se faire petite et invisible. Elle avait trouvé son pouvoir, et plus important encore, elle avait appris à l'utiliser de manière responsable. Madame Dubois parlait de cybersécurité, parlant de l'importance du piratage, éthique et de la responsabilité numérique. Elle croisa le regard d'Océane et sourit en connaissance de cause. « Les pirates les plus puissants, dit Madame Dubois, sont ceux qui comprennent qu'avec de grandes capacités viennent de grandes responsabilités.
Ils utilisent leurs compétences pour protéger les vulnérables, pour dénoncer l'injustice, pour rendre le monde meilleur. Océane hocha la tête, comprenant le message. Elle avait franchi une ligne vendredi, et bien que les résultats aient été satisfaisants, elle savait que cela ne pouvait pas devenir une habitude. Le pouvoir sans retenue n'était qu'une autre forme d'intimidation. Après le cours, elle s'arrêta au bureau de Madame Dubois. « Je me demandais, dit Océane doucement, si vous connaissiez des stages de cybersécurité pour les lycéens. Peut-être quelque chose avec du piratage éthique ou de la criminalistique numérique. » Madame Dubois sourit. « Je pense que je connais le programme idéal. Il y a une entreprise à Paris qui recherche spécifiquement de jeunes talents qui comprennent à la fois les aspects techniques et éthiques de la cybersécurité. Seriez-vous intéressé ?»« Très, dit Océane. » Alors qu'elle rentrait chez elle cet après-midi-là, Océane pensa à l'avenir. Dans 2 ans, elle serait en effet à Polytechnique ou à Centrale, entourée de gens qui appréciaient l'intelligence et l'innovation. Mais plus important encore, elle serait quelqu'un qui avait appris à se défendre et à défendre les autres sans perdre sa boussole morale. Les vêtements gothiques et le maquillage sombre faisaient toujours partie de qui elle était, mais ils ne la définissaient plus. Elle était Océane Dubois, brillante hackeuse, défenseur des sans-défense, architecte de la justice numérique. Elle était quelqu'un qui avait appris que le plus grand pouvoir ne venait pas de blesser les autres, mais de les protéger. Théo. Martin se remettrait éventuellement. Il apprendrait l'humilité, développerait l'empathie, peut-être même deviendrait une meilleure personne. Lucas et Maxime feraient face à leurs conséquences et, espérons-le, en sortiraient plus sages. Le lycée deviendrait un endroit plus sûr pour tout le monde.